Bonjour à tous, place dans un instant à une table ronde qui se déroule en ce moment même au Sénat. Une table ronde organisée par la Commission de la Culture et qui porte sur les régimes de protection du patrimoine. En France, une loi de 1913 a posé les fondements de la politique du patrimoine avec notamment la possibilité de classer un immeuble ou un bien mobilier sans l'accord des propriétaires. En un siècle, les lois se sont accumulées, si bien qu'aujourd'hui, la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, estime nécessaire une nouvelle loi pour harmoniser le droit du patrimoine. Voilà pour le contexte donc de cette table ronde qui rassemble des élus en charge de l'urbanisme et du patrimoine, des responsables de l'administration dans les territoires ou bien encore des directeurs d'associations de protection du patrimoine. Tout de suite, on prend la direction de la salle Médicis. Le gouvernement annonce depuis plusieurs mois l'examen de 2 projets de loi qui doivent réformer en profondeur notre politique patrimoniale. Le premier est relatif au patrimoine culturel et concerne très directement notre commission. Le second, relatif à la biodiversité, devrait comprendre un chapitre réformant les dispositions du Code de l'environnement issu de la loi du 2 mai 1930 qui protège les monuments naturels et les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. J'ai souhaité organiser cette table ronde afin que nous puissions engager une réflexion en amont sur les réformes législatives souhaitables, mais également pour faire le point sur les évolutions du patrimoine de notre pays, car sa richesse et sa diversité en font un concept parfois trop complexe ou mal identifié. Afin de dégager une vision complète et juste du cadre juridique pertinent, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui plusieurs associations résolument engagées dans la défense du patrimoine et je vous remercie de votre présence ce matin. Les membres de la commission sont très attentifs à vous entendre sur le bilan que vous dressez de ce que l'on regroupe sous le terme de patrimoine protégé, sur les difficultés rencontrées sur le terrain, sur les modifications législatives que vous estimez nécessaires. Je compte par ailleurs sur vous pour nous alerter sur les enjeux patrimoniaux en les mettant en perspective avec les défis sociaux, environnementaux ou économiques. Lorsque l'on parle du patrimoine, on pense bien évidemment aux monuments historiques dont le régime de protection a constitué le premier modèle pour la politique patrimoniale de notre pays et dont l'apparition est intimement liée à notre histoire. La première liste des monuments classés date de 1840, mais c'est en 1913 qu'est adoptée la loi sur les monuments historiques. 100 ans plus tard, en 2013, on dénombrait plus de 43 000 monuments protégés, dont 14 000 classés. Dès 1906, les sites et espaces naturels ont été identifiés, puis se sont multipliés les régimes de protection, avec aujourd'hui 7 catégories d'espaces protégés. On compte par exemple les zones de protection définies par le Code de l'environnement, les abords des monuments historiques, les secteurs sauvegardés institués par la loi de 1962, les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, que vous connaissez tous sous le nom de ZPP-AUP, issues de la loi du 7 janvier 1983, ou plus récemment, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, AVAP, créées par la loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle II, et devant se substituer au ZPP-AUP. En revanche, rien n'est prévu dans le Code du patrimoine pour protéger les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial ou celle du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'Association nationale des villes et pays d'art et d'histoire et des villes à secteur sauvegardé et protégé, ainsi que les associations membres du G8, pourront nous dire ce qu'elles pensent de ces multiples catégories de protection dont on annonce la simplification.
Les procédures de protection et d'autorisation de travaux font intervenir de nombreux acteurs et commissions, en particulier le célèbre architecte des Bâtiments de France, maillon essentiel de la chaîne patrimoniale. On se souvient des longs débats entre avis conformes et avis simples ayant eu lieu dans notre Assemblée à l'occasion de l'examen des projets de loi dits Grenelle 1 et Grenelle 2. Souvenez-vous, les séparations d'opinion traversaient les commissions. Et la commission des affaires culturelles s'était distinguée par son engagement assez consensuel, tous bancs confondus, sur ce sujet. Je suis particulièrement heureuse que l'Association nationale des architectes des bâtiments de France soit ici représentée, car nous souhaitons comprendre comment est appréhendée la mission de service public qui leur est confiée, quelles sont les méthodes de travail des ABF au sein des services territoriaux de l'architecture et du patrimoine, mais aussi en dehors dans le cadre du dialogue avec les élus, les particuliers et l'ensemble des interlocuteurs intervenant dans les procédures de protection du patrimoine. Je proposerai à chaque groupe d'intervenants de présenter son point de vue pendant 12 à 15 minutes au maximum. Vous vous répartirez la parole entre vous afin de préserver un temps suffisant pour les débats avec les membres de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Je vous remercie et sans attendre, nous allons entendre Monsieur Denis Grandjean, qui est maire adjoint de la ville de Nancy, accompagné de Monsieur Jackie Cruchon, directeur de l'urbanisme de la ville de Bayonne, Madame Anaïs Clou, directrice adjointe de l'Association nationale des villes et pays d'art et histoire et des villes à secteur sauvegardé et protégé. Voilà, allez-y. Merci Madame la Présidente. En effet, en tant qu'élu de Nancy, j'ai la chance de pratiquer sur le terrain diverses formes des protections que vous avez évoquées, puisqu'à Nancy, outre les abords de monuments historiques, autour de 260 monuments inscrits ou classés dans le territoire de la ville, nous avons aussi un secteur sauvegardé important, puisqu'il fait plus de 150 hectares, et une ZPPAUP qui fait, elle, une vingtaine d'hectares. Et nous avons également, dans cette batterie de protection de niveau national, des sites inscrits et classés sur différents espaces verts de la ville. Donc nous sommes assez, je dirais, familiers de ces protections. C'est la raison pour laquelle une des fonctions de cette nouvelle loi préparée par le ministre de la Culture, qui est de simplifier le paysage des protections existantes, nous pose problème. Parce qu'au fond, nous trouvons que le système actuel n'est pas si compliqué que ça. Vous avez évoqué 7 types de protection. En fait, ceux qui sont couramment utilisés, il y en a guère plus de 5. Il y a donc la loi de 1913 sur les monuments. Il y a la loi de 1930 sur les sites. Il y a la loi de 1962 sur les secteurs sauvegardés. Celle de 83 sur les ZPPAUP, transformée ensuite en AVAP, mais pour ma part, je fais la synthèse entre les deux, car la dernière est un avatar de la première, et puis on rajouterait en 5e protection les abords de monuments historiques, donc issus d'une loi de 43. Donc 5 systèmes qui effectivement peuvent paraître compliqués, en fait se trouvent synthétisés au plan local justement par l'architecte des Bâtiments de France. Je voudrais souligner l'intérêt du dispositif que nous avons en France d'avoir un service départemental de l'État qui fait la synthèse entre des législations émanant de ministères divers. Je rappelle que les sites relèvent plutôt du ministère de l'écologie et les autres dispositions, loi 13 de 43, loi de 83 et loi de 62 sur les secteurs sauvegardés relèvent plutôt de la culture, mais la synthèse est bel et bien faite au plan local par l'architecte des Bâtiments de France. D'ailleurs, si on observe ce qui se passe dans d'autres législations, je pense par exemple à un pays comme les États-Unis, qui est plutôt perçu comme pragmatique, il y a de nombreux systèmes de protection qui sont, je crois,
nombre d'une douzaine entre les parcs nationaux, les monuments nationaux, les monuments historiques, les sites nationaux, les sites historiques, etc. Enfin bref, le système français ne me paraît pas si compliqué que ça. Il l'est peut-être pour le particulier, pour l'usager, mais à vrai dire, est-ce que le système de protection français est moins lisible que simplement les plans locaux d'urbanisme? Qui parmi nos concitoyens est familier des documents d'urbanisme que pourtant il subit quotidiennement? Par conséquent, cette idée de la simplification, qui est au fond, je dirais, une sorte de rime que l'on entend très fréquemment dans les ministères, ne me paraît pas, en la circonstance, extrêmement appropriée. Deuxième point sur l'opportunité de cette loi, c'est que nous qui avons l'habitude de gérer des protections, et les associations qui sont là, l'habitude aussi de les défendre, nous sommes toujours un peu suspicieux sur de nouveaux textes qui tendent, il faut bien le dire, à affaiblir les textes précédents. Je voudrais prendre l'exemple, par exemple, de la loi de 2006 sur les parcs nationaux. À mon sens, par la complexité qu'elle introduit dans tout un système de représentation, de planification, tend à affaiblir assez sensiblement la portée de la loi initiale de 1960 sur les parcs nationaux, qui était rédigée de manière très simple et, je dirais, par certains égards catégorique. Mais nous sommes dans des territoires très convoités et je pense que parfois il faut que les protections soient assez catégoriques si on veut qu'elles tiennent dans le temps. Voilà, si vous voulez, brièvement, première introduction sur l'opportunité d'une nouvelle loi. Évidemment, je ne considère cette loi que sous l'angle des protections que nous venons d'évoquer. Je n'interviendrai pas sur ce que la loi peut porter de nouveau et d'intéressant sur l'archéologie, sur les archives, sur d'autres champs de compétences de la culture qui ne nous concernent pas directement aujourd'hui. Je n'ai d'ailleurs pas étudié, par conséquent, je ne parle que des espaces protégés. Alors, ensuite, pour venir au fond assez brièvement, le premier point de cette loi, elle est de simplifier le mot, puisqu'elle transforme une partie de ses protections en cités historiques. Alors au fond, on a un mot, mais la chose, elle reste assez complexe, puisque finalement, sous cette apparence de cité historique, on a des systèmes qui seront dotés de plans de sauvegarde et de mise en valeur, comme les actuels secteurs sauvegardés. Les ZPPAUP ou les AVAP vont subsister jusqu'à ce qu'un PLU patrimonial soit mis en œuvre par la commune intéressée. Alors, on a au fond, sous cette même casquette de cité historique, des réalités qui vont être très différentes. Et évidemment, ça pose problème parce que finalement, est-ce qu'il n'y a pas le risque que dans un mélange un peu hétérogène, la mauvaise monnaie chasse la bonne? Moi, je pense que si, sous une appellation commune, on a des systèmes de protection à vitesse variable, à intensité variable, à exigence variable, à pérennité variable, on soit donc finalement tenté de prendre les choses les plus faciles, les plus conjoncturelles. Parce que finalement, vous savez, même à Nancy, avec un maire ancien ministre qui est tout à fait habitué à gérer les relations avec l'État, eh bien, bien souvent, sur des opérations ponctuelles, on aimerait s'affranchir des protections de l'État, enfin des protections qui sont garanties par l'État, par l'architecte des bâtiments de France. De temps en temps, on est tenté de se dire, mais oui, là... C'est quand même ennuyeux cette protection. On pourrait essayer de déverrouiller, on irait plus vite, ce centre commercial naîtrait plus facilement, etc. Et puis il y aurait des emplois. Et puis finalement, vous voyez, avec les meilleures intentions du monde et les meilleurs, je dirais, élus du monde, on est quand même confronté à des dialectiques puissantes qui évidemment affrontent développeurs et protecteurs. Et évidemment, je pense que si on a des systèmes de protection variables et dont la lisibilité est un peu finalement confuse en dehors de cette enveloppe commune, je crains qu'on aille vers la facilité. Un deuxième point, c'est évidemment l'évolution des sites, hein, puisque même s'ils dépendent essentiellement du ministère de l'écologie, il est question des sites dans la loi, puisqu'au fond, les sites inscrits auraient vocation à disparaître et à être transformés soit en cités historiques, soit en sites classés, selon leur intérêt. Bon... Pourquoi pas, encore qu'il faut bien noter que les sites inscrits en France sont souvent demandés par des élus qui souhaitent s'appuyer sur l'expertise de l'architecte des bâtiments de France, sans d'ailleurs pour autant être tenus
de le suivre, puisqu'il ne s'agit pas d'avis conforme mais d'avis simple. Mais enfin, il arrive que ça soit une bonne stratégie d'avoir un partenaire de l'État pour gérer des choses du quotidien au plan local. Donc cette question des sites mérite une position particulière et je pense que d'autres collègues le développeront. Voilà, si vous voulez, quelques points majeurs. Le dernier, c'est évidemment l'idée que s'il n'y a pas de protection forte dans les cités historiques, c'est-à-dire s'il n'y a pas l'option vers l'actuel plan de sauvegarde et de mise en valeur, on va passer à un PLU patrimonial, c'est-à-dire élaboré sous l'égide de l'article 123 du Code de l'urbanisme. D'accord, mais qu'est-ce que c'est qu'un PLU, si ce n'est un document d'urbanisme voté par une majorité qui peut être défait par une autre majorité? Vous voyez, je peux le dire, je n'ai pas l'intention de me représenter, donc j'ai toute chance de ne pas être élu lors des prochaines municipales. Donc je ne sais pas si ce que j'ai construit pendant 3 mandats sera maintenu dans les mandats suivants. Je l'espère. Mais enfin, j'espère avoir aussi mobilisé des groupes de pression qui continueront en dehors de ma présence dans l'équipe municipale. Mais enfin, rien ne le garantit. Et évidemment, il n'y a aucune commune mesure entre une protection garantie par l'État et une protection garantie par un document d'urbanisme modifiable selon les majorités politiques. Là-dessus, d'ailleurs, je pense que s'il y avait besoin d'une nouvelle loi, Madame la Présidente, ça serait bien de se poser la question d'intégrer davantage les collectivités territoriales dans la gestion pérenne du patrimoine historique. Je ferai observer que, par sa création plus récente, le droit du patrimoine naturel donne plus de place aux collectivités locales dans des dispositifs qui sont à leur disposition. Il suffit de citer les réserves naturelles régionales, les parcs naturels régionaux, les espaces naturels sensibles des départements, tous systèmes qui sont effectivement à discrétion des collectivités locales et qui comportent des effets cliquets qui évitent de revenir dessus sur, en tout cas, la durée d'un mandat politique. Par conséquent, on a inventé dans le droit du patrimoine naturel des systèmes originaux qui sont à disposition des collectivités locales. Ça aurait été, au fond, une originalité d'une nouvelle loi du patrimoine que de mettre en œuvre des systèmes permettant aux élus locaux de protéger eux-mêmes le patrimoine qui leur paraît digne d'intérêt, mais avec des effets qui dépassent leur propre mandat, qui dépassent la conjoncture. Ça, ce point-là me paraît inventé, et j'aurais aimé trouver cela, et en tout cas, dans cette affaire de cités historiques, sans remettre uniquement à l'article 123 du Code de l'urbanisme pour des PLU patrimoniaux, me paraît tout à fait insuffisant et fait l'impasse sur cette question de la pérennité de nos protections. Je voudrais dire que nous sommes par ailleurs dans une conjoncture qui n'est pas si porteuse que ça en termes législatifs ou réglementaires sur le patrimoine. On a beau dire que l'opinion est très attachée au patrimoine, on a beau répéter qu'une partie du produit intérieur brut de la France vient du tourisme largement assis sur le patrimoine, il n'empêche qu'en permanence, l'érosion des textes est en cours. Encore récemment, cette sortie incroyable de quelques parlementaires sur la révision de la loi littorale. Eh bien, franchement, je crois que nous devons être attentifs à ce qui se passe sur le plan législatif. Merci. Ne parlez pas au conditionnel en disant j'aurais aimé. Il n'y a pas encore de version définitive de la proposition de loi et la Commission ne s'en est pas encore emparée. Donc tout est en débat. Accompagné du directeur des services de la ville de Bayonne, Monsieur Cruchon. Merci Madame la Présidente. Pardon. Je voudrais compléter le propos de Denis. Est-ce que, effectivement, les 3 systèmes ZPPUPA, VAP, secteur sauvegardé et PLU patrimonial sont des situations complexes? Notre point de vue, c'est que, plutôt, aujourd'hui, ce sont 3 systèmes qui identifient des niveaux d'intérêt patrimonial différents et que, de ce point de vue-là, de ramener à 2 niveaux avec le PLU patrimonial et le secteur sauvegardé, on risque de perdre un aspect de valorisation intermédiaire qui nous semble effectivement, de ce point de vue-là, probablement préjudiciable. Le second élément, j'ai peu de temps, dans le second élément qui nous semble important, c'est que, effectivement, la proposition de loi patrimoine intervient sur la dimension Code du patrimoine. Par définition, c'est la compétence du ministère de la Culture. Et en faisant appel au PLU patrimonial,
un PLU qui serait patrimonial, ça fait appel à une réforme du code d'urbanisme qui, elle, n'est pas connue à ce jour et n'est pas non plus concomitante. Le PLU, aujourd'hui, n'a pas du tout la capacité de niveau de protection qu'ont les SPPAUP ou les secteurs sauvegardés. Alors, si la SPPAUP disparaît, ça va être remplacé par un outil qui est le PLU, qui juridiquement est loin d'avoir la force de la SPPAUP. Et comme on ne connaît pas, il n'y a pas à l'ordre du jour cette modification du code d'urbanisme, ce que l'on craint, c'est que l'on lâche la proie pour l'ombre. On passe à un système de protection, outre ce qu'a dit effectivement M. Grandjean sur les aléas, etc., mais un système de protection qui juridiquement est extrêmement fragile. Ça suppose des réformes législatives complémentaires, mais aussi des réformes réglementaires au niveau du décret. Et bien évidemment, à ce jour, on n'en a pas connaissance, ce qui nous semble un élément très fort. Si l'on veut donner cette ambition au PLU patrimonial, il faut absolument lui donner ce niveau de compétence. Ça nous semble un élément essentiel. L'autre élément qui nous interroge, c'est que la Commission nationale des secteurs sauvegardés disparaît en tant que telle et est réunie dans une commission monument historique secteur sauvegardé, qui au passage devient une commission administrative et n'est plus une commission indépendante. Mais je voudrais juste 2 mots sur le rôle de cette commission. Aujourd'hui, la Commission nationale suit l'élaboration du document plan de sauvegarde jusqu'à son achèvement. Dans le projet, la commission n'a qu'un objet, en quelque sorte, c'est de se prononcer sur le périmètre, sur la création. Et elle ne se prononce pas de ce fait sur les niveaux d'intérêts patrimoniaux identifiés à travers la réflexion sur la cité historique. Ce qui nous semble vraiment quelque chose de gênant, parce qu'aujourd'hui, la Commission nationale, lorsqu'elle étudie la création de secteurs sauvegardés, il y a un rapport qui est fait auprès de la Commission et qui justifie la proposition de secteur sauvegardé ou, à défaut, par étude préalable, propose un autre outil, AVAP ou PLU patrimonial. Donc ce niveau d'identification, nous semble-t-il, disparaît, et ça nous semble regrettable. Et ce que disait M. Grandjean, effectivement, ce sera la collectivité territoriale qui aura le choix entre le plan de sauvegarde ou le PLU, et pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, pour des raisons de compétences, pour des raisons de durée aussi, parce que le temps de protection du patrimoine est très différent du temps de la planification urbaine. Le PLU a vocation de gérer des zones, un peu en schématisant, de logement, d'habitat, d'activités, de loisirs, d'espaces naturels. Et il n'a pas fonction réellement de rentrer dans la durée nécessaire à la protection du patrimoine. C'est aussi un élément qui nous pose question et qui nous laisse à penser qu'il serait nécessaire de manière concomitante à travailler profondément sur la réforme du code d'urbanisme. Merci. Madame Anaïs Clou. Oui, merci de me donner la parole. Donc un dernier point, parce que peut-être qu'on est un peu juste dans le temps. Normalement, vous avez 12 minutes par... Oui, bon. Il ne serait pas de mon rôle de couper la parole à une dame. Je vous remercie. Très rapidement, en effet, tout ce qui a été dit est très important pour l'ensemble des villes du réseau. Un petit point également, enfin 2 autres petits points très rapidement sur l'accompagnement des collectivités territoriales dans l'élaboration et la conduite des études suffisamment fines, suffisamment cohérentes et abouties pour définir un projet patrimonial et pas seulement un périmètre. Donc ça, c'est vrai que c'est une interrogation forte et finalement un risque, selon nous, pour la protection du patrimoine, que les collectivités n'aient pas les moyens de pouvoir mener des études suffisamment fines, sans accompagnement, sans suivi, aussi au niveau de l'État. Et puis aussi un dernier point, c'est que finalement la protection du patrimoine, pour être appropriée par l'ensemble des acteurs, et notamment les habitants, il faut aussi mettre en œuvre des outils de médiation patrimoniale, des outils de sensibilisation. Et ça nous semble complètement finalement cohérent de faire le lien entre médiation patrimoniale et protection du patrimoine. Et il nous semble que le texte est un petit peu léger, enfin la proposition de loi est un petit peu légère sur ce point-là, et il peut être intéressant de réfléchir à comment adosser à tout outil de protection du patrimoine des outils de médiation et de valorisation du patrimoine. Voilà, merci. Merci beaucoup.
Alors, nous allons écouter Monsieur Alain de la Bretèche, président délégué de Patrimoine Environnement, qui est coordinateur du groupe national d'information et de concertation, dit G8. Merci Madame la Présidente. Nous sommes très heureux de venir à votre invitation au Sénat pour deux raisons. La première, c'est que, comme vous l'avez souligné dans votre propos liminaire, nous avons un souvenir très aigu de ce qui s'est passé il y a relativement peu de temps et qui nous a permis de constater que dans cette maison, on pouvait d'une manière parfaitement transcourante avoir des opinions communes sur le patrimoine et sauver ce qui était essentiel à ce moment-là dans la conjoncture de cette époque. Je parle bien sûr de la transformation des ZPPAUP en AVAP. La deuxième raison qui nous réjouit ce matin, c'est que, comme vous allez le voir, il y a entre nos trois groupes une très large convergence de vues sur ces problèmes, ce qui, nous l'espérons, pourra conduire la représentation nationale à en avoir elle-même une qui pourrait ressembler à la nôtre. Alors, très rapidement, puisqu'il n'y a pas de femmes dans notre délégation, donc nous risquons donc de nous voir couper la parole beaucoup plus rapidement. Je voudrais simplement introduire le sujet et parler un peu de ce projet de loi patrimoine qui est encore virtuel. Et puis, Philippe Toussaint et Alexandre Gady vont s'exprimer en particulier sur le lien qu'il y a entre les protections patrimoniales et les protections naturelles. Je voudrais dire que nous avons conscience ce matin, au moins nous deux, d'être des héritiers. Moi-même, je suis l'héritier d'Henri de Ségogne qui a créé le premier texte sur les secteurs sauvegardés. Et bien entendu, on se souvient que la SPEF, qui est la plus ancienne de nos associations, si elle n'avait pas été là en 1930, eh bien, il n'y aurait tout simplement pas eu de loi sur les sites inscrits et classés. Donc, ayant conscience d'être des héritiers, ça ne veut pas dire que nous sommes figés dans un conservatisme béat, mais ça veut dire que nous avons des devoirs pour faire en sorte qu'on n'abîme pas les choses qui fonctionnent. Alors, je voudrais d'abord dire deux mots, parce que ça me paraît quand même intéressant, des grands courants juridiques qui traversent la matière aujourd'hui et dont on ne parlait pas tellement il y a encore peu. Il y a d'abord un premier principe qui est intéressant et qu'on définit à l'université comme étant le principe de non-régression. On dit à l'étranger le stand-still ou ailleurs l'effet cliquet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit à petit, on considère comme un principe général du droit que quand une législation a bien fonctionné pour ce pourquoi elle était faite, c'est-à-dire la défense et de l'environnement et du patrimoine, on n'y touche pas, on essaye plutôt de la faire progresser. Là-dessus, je vous rappelle qu'il y a encore récemment, dans certaines universités françaises, des grands colloques là-dessus qui tendent à faire de cette idée une sorte de principe général du droit. Et si on l'applique à notre matière, dans tous les colloques qui ont eu lieu l'année dernière, on a constaté, par exemple, un professeur de Lyon a vérifié toute la jurisprudence sur 100 ans de la loi sur le patrimoine de 1913. Et il s'est aperçu qu'il y avait peut-être une main, voire deux mains, pour compter les décisions de jurisprudence défavorables, enfin posant un problème pendant 100 ans. Donc c'était quelque chose qui fonctionnait tout de même pas mal. Donc abîmer ça, il faut quand même y regarder à deux fois. Et puis, je pense qu'on peut à peu près dire la même chose de la loi sur les sites, en tout cas pour la partie de l'instauration de ces sites, du classement et de l'inscription. Après ça, il y a eu d'autres problèmes, mais sur le socle lui-même, c'était un peu ça. Et le deuxième principe général sur lequel je voudrais insister, parce qu'on n'en parle pas du tout, en particulier quand on discute avec le gouvernement dans ses différents ministères,
c'est qu'il y a désormais dans la Constitution française une charte de l'environnement, et que dans cette charte, il y a un article 7 qui a été appliqué un grand nombre de fois depuis 3 ans par le Conseil constitutionnel, et notamment à notre matière, et qui dit qu'on doit, quand on change le cadre de vie des gens, trouver les moyens de faire participer le public, non pas à des enquêtes, non pas à des informations, mais à l'élaboration des textes. Et ce mot « élaboration », qui est issu largement et de la Convention d'Aarhus et des grandes déclarations des conférences internationales, est essentiel. Et vous verrez que ce qui est très curieux, c'est que, alors que le Conseil constitutionnel a rendu le 23 novembre 2012 un arrêt dans lequel il dit que notre procédure d'inscription des sites n'est pas constitutionnelle, personne n'en parle. Et en particulier, je n'ai pas trouvé un mot dans l'exposé des motifs de la loi biodiversité sur cette question. Alors que le Conseil constitutionnel avait fixé une feuille de route en disant il faut, dans les articles 341.3 et 341.13 du Code de l'environnement, élaborer un processus pour permettre au public de s'exprimer. Cette question qui a été traitée dans cet arrêt-là est généralisable évidemment à tous les documents, qu'ils soient d'urbanisme ou du Code du patrimoine, qui vont changer le cadre de vie des gens. Et si le Parlement ne s'en empare pas, ne fait pas vivre ce texte, il court le risque d'une censure constitutionnelle maintenant et plus tard par le biais de la QPC, et par ailleurs, il rate un échelon essentiel de la démocratisation du système. Donc là-dessus, je voudrais beaucoup insister là-dessus parce que ça nous paraît fondamental et on a un peu l'impression d'être les seuls à en parler, ce qui finit par être fatigant. Voilà. C'est pour ça que vous êtes là. On aimerait bien que les parlementaires puissent en parler aussi. Alors, après ça, je voudrais dire 2 mots de ce que nous savons du projet de loi patrimoine pour exprimer au nom du G8 notre position qui est globalement la suivante. Nous nous réjouissons de plusieurs choses. D'abord, nous nous réjouissons de ce que on crée enfin un régime juridique pour les secteurs du patrimoine mondial. Et nous rappelons à votre Assemblée que vous avez, et le travail a été fait dans cette commission des affaires culturelles avec beaucoup de soin, en particulier par quelqu'un qui n'est plus sénateur aujourd'hui, mais qui avait joué un rôle essentiel dans cette affaire, je nomme M. Yves Dauge, nous avons un texte qui a été voté dans les mêmes termes par les 2 assemblées et qui est arrêté quelque part par les biais de la navette, des changements, etc. Ce texte qu'on appelle l'amendement Dupont, voté dans les mêmes termes par les 2 assemblées, nous considérons, nous, qu'il est essentiel qu'il aille jusqu'au bout. C'est un texte de consensus, bien fait, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, enfin, dans les secteurs autour des monuments du patrimoine mondial, il y aura un régime juridique français. La deuxième raison pour laquelle nous pensons qu'il y a quelque chose de très positif dans ce projet de loi, c'est qu'on va terminer le travail qui avait fait l'objet d'un compromis très politique entre l'Assemblée nationale et le Sénat sous la précédente législature. Il s'agit de sauver les ZPPAUP. Vous savez que dans quelques mois, si rien n'est fait par le Parlement, il n'y aura plus de ZPPAUP. 600 ZPPAUP vont disparaître. Il y a encore très peu d'AVAP. Et ça nous paraît gravissime. Quel que soit le processus législatif, s'il vous plaît, sauvez les ZPPAUP. Et puis, le 3e élément de satisfaction dans le projet de loi, c'était très largement nous qui l'avions demandé, donc nous sommes satisfaits de le voir, il y aura un régime juridique pour les domaines nationaux qui n'existait pas. Alors, bien entendu, il faudra voir de plus près ce qu'il y a dans ce régime juridique, mais le fait même qu'on ouvre un chapitre sur ce point nous satisfait évidemment pleinement.
Alors ensuite, une fois qu'on a fixé ces 3 idées essentielles, il est vrai que comme nos amis de l'Association des villes d'art et comme les ABF, nous ne sommes pas satisfaits de ce qui est écrit aujourd'hui sur la cité historique, essentiellement parce que, si je puis ainsi m'exprimer, on a mis dans le même sac la ZPPAUP et les AVAP, les secteurs sauvegardés et les PLU patrimoniaux. On a bien secoué, mais on ne sait pas bien, à l'intérieur de ce sac, comment chaque chose va sortir. Nous sommes très intéressés par le discours de la ministre sur l'idée qu'il faut aller plus loin pour qu'il y ait plus de secteurs sauvegardés en France. Je vous rappelle qu'André Malraux, à la tribune, le fameux jour où il avait fait ce discours emblématique, avait parlé de 400 secteurs sauvegardés. On en est fort loin. On serait très content qu'il y en ait plus, mais on ne comprend pas, en lisant le texte, comment il pourrait y en avoir plus. Au contraire, on craint qu'il y ait une régression. Deuxièmement, on sauve les ZPPU, c'est vrai, mais si les AVAP sont tirés vers le PLU patrimonial, ça nous paraît là aussi une régression, et ça nous paraît quelque chose d'un peu dangereux, on l'a dit, entre l'idée régalienne qu'il faut que l'État continue à s'en mêler. Denis Grandjean l'a fort bien dit, je partage tout à fait ce qu'il a exprimé, et le fait que, néanmoins, le courant va vers la décentralisation et qu'un certain nombre de choses doivent être entre les mains des collectivités décentralisées. Mais l'équilibre entre tout ça n'est pas atteint dans le texte actuel, et ça nous paraît fort dangereux. Et puis enfin, comment dirais-je, il faudra bien que on se mêle de mettre une touche de code de l'urbanisme dans le code du patrimoine, parce que les PLU patrimoniaux, c'est du code de l'urbanisme, c'est pas du code du patrimoine. Et donc, voilà. Alors, voilà ce que je voulais dire. Maintenant, mes amis vont parler, bien sûr, de l'aspect des sites et de leur lien avec le patrimoine. Peut-être, Philippe Toussaint. Essayez de tenir un peu plus le temps, parce que sinon vous n'aurez pas de dialogue avec les élus. Monsieur Toussaint. Madame la Présidente, je vais enchaîner tout de suite pour dire que je voudrais insister sur 2 points. Le fait que la loi de 1913, dont nous connaissons tous les mérites, n'en avait pas moins des lacunes. Et une des observations qu'on peut se faire aujourd'hui, c'est que le projet de loi qui est en préparation, en aucune façon, ne prépare à combler les lacunes que l'on peut constater. Alors, je voudrais donc insister sur ces 2 lacunes, qui d'ailleurs sont très liées, puisqu'elles portent finalement largement sur les territoires ruraux. On a parlé depuis le début beaucoup des cités historiques. La question est de savoir si 80% du territoire va rester en dehors des dispositifs de la loi sur le patrimoine. Alors, première insuffisance notable de la loi de 1913, elle n'a pas fait le moindre lien entre patrimoine culturel et patrimoine naturel. Ce point n'était pourtant pas si évident, puisque juste avant, en 1906, il faut le rappeler, les Italiens, par une loi, ont écrit, je cite, « Le patrimoine culturel est constitué de biens culturels et de biens paysagers ». Il a fallu attendre 1930 et l'action en particulier de la SPEF pour que l'on comble en partie cette situation avec une loi spécifique. Mais en France, contrairement à l'Italie, on a bien 2 dispositifs assez distincts et pire, 2 administrations dont la coexistence au plan local est source de nombreuses frictions. Donc c'est une grosse lacune et on a pu voir d'ailleurs l'effet de cela lorsqu'ont été travaillés dans toutes les régions les schémas climat-énergie, les schémas régionaux climat-énergie. On a vu ces 2 administrations travailler ensemble pour définir des listes de contraintes, mais on n'a jamais pu aboutir de façon satisfaisante à des conclusions opérationnelles qui respectent les 2. Et souvent, en France, on a aujourd'hui le sentiment paradoxal
de voir qu'environnement et patrimoine sont opposés. Donc ça, c'est quand même une lacune majeure. Et aujourd'hui, eh bien, rien n'est fait pour atténuer cette situation. Et c'est dans ce contexte, d'ailleurs, que la question des sites inscrits sur laquelle reviendra Alexandre Gady nous semble particulièrement cruciale. Le second point qui est très important, c'est la question du petit patrimoine et du lien entre l'inventaire et la protection. Lorsque André Malraux a créé l'inventaire général des richesses artistiques de la France, il avait, comme nous l'a dit un colloque il n'y a pas très longtemps à l'UNESCO, Arlette Auduc, qui dirige le service de l'Île-de-France, 3 objectifs: repérer, étudier et faire connaître. En aucune façon protéger. Et donc, nous sommes aujourd'hui complètement déconnectés de la protection d'un pan très important de notre patrimoine, alors que des pays voisins ont fait d'énormes efforts pour parvenir à un système plus satisfaisant. Je voudrais citer 2 pays en particulier, car il est important qu'on sorte le nez de la France pour pouvoir voir ce qui se fait à nos portes. En Angleterre, des mesures drastiques ont été prises dans ce domaine. La première a été de considérer qu'étaient listed buildings tous les immeubles, sans exception, construits avant 1700, et ensuite une deuxième extension s'est faite pour tous les immeubles construits avant 1840. La protection sélective ne s'applique qu'à partir de 1840 en termes de construction. Le résultat pratique, c'est qu'en Angleterre, aujourd'hui, dans des délais rapides, on a pu, avec une procédure centralisée, avoir 400 000 listed buildings. Je rappelle qu'ils ont 20 000 bâtiments protégés au sens de la loi de 1913. Le deuxième exemple intéressant, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a commencé ses travaux d'inventaire dès les années 1830-1835 pour la Bavière. Ce travail a été constant et ce qui a été modifié au cours des 20 dernières années, en particulier des 10 dernières années, c'est que le Bund, sachant que c'est un travail qui est décentralisé en Allemagne et que ce sont les Länder qui font ce travail, donc le Bund, c'est-à-dire l'État fédéral, a coordonné un énorme effort pour que l'ensemble des Länder arrivent à un même niveau. Et donc aujourd'hui en Allemagne, en associant de façon considérable les collectivités locales, donc un système totalement différent des Anglais, donc en associant les collectivités locales, eh bien dans toute l'Allemagne, ce dispositif de recensement et de protection a été achevé. Et tenez-vous bien, le nombre de bâtiments qu'on pourrait qualifier de listed à l'anglaise, c'est-à-dire donc d'un niveau de protection minimal, mais quand même significatif, eh bien ce nombre a été, d'après le conservateur général du patrimoine, M. Petzet, a été donc élevé à 1 300 000. Et c'est fondamental parce que tout à l'heure on a évoqué la question des PLU par rapport à des protections régaliennes. Eh bien, nos amis et voisins allemands, ils sont en force à Paris, paraît-il aujourd'hui, eh bien, ils sont arrivés à un niveau de protection saisissant. Nous avons été très frappés par cette intervention. Eh bien, aujourd'hui, donc, ces protections couvrent les 80% du territoire dont on parlait tout à l'heure et qui sont vides. Eh bien, que fait aujourd'hui, que propose le projet de loi dans ce domaine? Absolument rien. Et si on attend que les labels de la Fondation du patrimoine, que nous encourageons par ailleurs, si nous attendons d'eux que la solution à ce problème, il nous faudra 1300 années, puisque, en gros, il y a 1000 labels de la Fondation du patrimoine qui sont décidés chaque année. Donc voilà, donc 2 énormes lacunes, et le monde rural est aujourd'hui totalement à l'écart de ce projet de loi sur le patrimoine. Monsieur Gady. Merci Madame la Présidente. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Je donnerai quelques éléments généraux avant d'en venir à la question qui nous soucie beaucoup à côté de la réforme de la loi des monuments historiques, qui est celle de la loi de 1930, chère à l'ASPEF, comme il a été gentiment rappelé tout à l'heure. Je voudrais citer d'abord Lampedusa et vous rappeler que, contrairement à ce qu'il a écrit, il faut que tout change pour que rien ne change. Dans les lois patrimoniales, c'est souvent l'inverse. Quand tout change, tout se détraque. Et il est frappant de constater que les lois que nous avons aujourd'hui en France, qui ont été obtenues souvent après des combats déjà très homériques à leur époque, sont des lois excellentes, comme ça a été rappelé, et qu'elles aient un siècle ou un petit peu moins, elles ont toutes donné
de grande satisfaction et ont permis à ce pays de maintenir le niveau de protection d'un pays civilisé, alors même que nous étions les pionniers dans cette protection que vous avez rappelée, Madame la Présidente, dans votre exposé liminaire. Si vous me permettez, l'ASPEF étant une association de combat et de terrain, l'expérience que nous avons parallèlement à l'expérience des travaux parlementaires est une expérience contrastée où nous pouvons apercevoir, là aussi, des lacunes dans le système existant. Ces lacunes ne sont pas du ressort du Parlement, à notre avis. La première de ces lacunes, c'est l'absence de moyens. Et je pense que nos amis ABF en parleront. Si tous les postes à pourvoir d'ABF sur le territoire national ne sont pas pourvus, on ne peut pas demander à une toute petite administration de faire un travail colossal, puisque l'ABF assure une police d'un certain nombre de ces lois patrimoniales, et que c'est particulièrement un exercice difficile. Les ABF sont souvent critiqués, y compris par nos associations, quand ils n'en font pas assez. Les élus trouvent quelquefois qu'ils en font trop. Et je voudrais dire que, évidemment, cette absence de moyens est un peu comme si on demandait de rétablir les frontières, mais qu'on enlevait les douaniers. Il faut à un moment quand même pouvoir appliquer la politique qu'on veut si on en a les moyens. L'autre point que je voudrais lister et qui gêne énormément l'action des pouvoirs publics, c'est le régime permanent de la dérogation. Nous nous sommes dotés de lois remarquables et en permanence, on voit dans des sites même très emblématiques. Je ne voudrais pas évidemment avoir l'air de polémiquer, mais je rappelle qu'ici même à Paris, dans le bois de Boulogne, site classé en 1957, on se propose de dénaturer un jardin protégé à la fois par la loi de 30 et par la loi de 13, le jardin des Serres d'Auteuil, pour un équipement sportif. Évidemment, comment voulez-vous que le citoyen, c'est cela que le citoyen ne comprend pas. Évidemment, le régime est complexe, comme est complexe le code fiscal. Mais ce qui est incompréhensible aux citoyens, c'est ce régime permanent de la dérogation qui fait que tout est impossible soi-disant pour lui, mais en général, quand il y a des projets qui sont portés par des personnes importantes, par l'État lui-même qui peut s'affranchir quelquefois des règles qu'il impose aux citoyens, et bien là, comme par hasard, les autorisations arrivent. Et là, ça déchire le contrat social. C'est ça qui me frappe beaucoup en discutant avec les associations de terrain et les citoyens. Alors, deuxième point, l'instabilité législative, c'est l'instabilité qui nuit également à notre possibilité de défense. Et je prendrai le parallèle qu'on fait beaucoup en ce moment avec l'instabilité fiscale. C'est très mauvais. On change de règles tous les 2-3 ans, on amoindrit les protections existantes, on en change les noms. Et je voudrais, si vous me permettez, comme universitaire, dire que le changement de mots n'est pas innocent. D'ailleurs, dans nos travaux avec le ministère de la Culture, le propre directeur général des patrimoines a fait remarquer que ce nom de cité historique ne lui convenait pas. Alors, qu'est-ce qui va sortir du chapeau après les débats parlementaires? Je l'ignore, mais en tout cas, il ne nous satisfait pas non plus. Et ça a été dit, évidemment, une partie de la France n'est pas une cité historique. Donc, il y a ici un problème, je crois, très important. Les mots, ce n'est pas anodin, c'est toujours très important. Alors, il reste la question, sur laquelle je voudrais insister rapidement, des sites inscrits. Alors même qu'on entreprenait la réforme du système de protection des monuments historiques, cette instabilité que je dénonçais, seconde instabilité, réforme de la loi de 1930 à travers un projet de loi du ministère de l'écologie. Cette opération a consisté à présenter le cas des sites inscrits, qui est un des deux dispositifs de la loi de 30, qui a été calqué sur la loi de 13, avec des sites inscrits et des sites classés, comme il y a des monuments inscrits et des monuments classés. On a fait, à partir du milieu de l'année dernière, une enquête qui a été commandée par le ministre lui-même à partir du 6 août pour savoir quel était l'état de conservation des sites inscrits, pour faire remonter l'information au niveau national et proposer une réforme de cet objet. On n'est pas tout à fait convaincu que la demande d'analyse de l'état des sites ait précédé la décision de les supprimer. Il y a une concomitance de dates qui font penser que peut-être, malheureusement, on avait déjà décidé de réformer rapidement ce qui nous apparaît, au fond, même si on est en avis simple, un élément très important. Ça introduit d'abord de la souplesse, d'avoir deux niveaux de protection. Un niveau très fort, très étatique, très national, le classement, mais aussi un niveau où il y a un espace de concertation, de dialogue. On a rappelé tout à l'heure, et Denis Grandjean l'a dit, à quel point les élus sont quelquefois, évidemment, très demandeurs du site inscrit. Le site inscrit s'apparie avec d'autres lois, comme la loi sur l'affichage, comme la loi littorale. Et donc, le supprimer, c'est non seulement détricoter la loi 30, mais affaiblir tout un système de protection existant en adossement de la loi de 1930. C'est enfin un endroit éventuellement d'arbitrage. L'ABF fournit un conseil, il fournit une expertise technique qui peut faire défaut à des communes rurales qui n'ont pas le personnel, qui n'ont pas les moyens d'obtenir cette expertise. Donc aujourd'hui,
dans l'État, et nous l'avons dit au ministre de l'écologie, la Commission supérieure des sites, toutes les personnalités qualifiées à quel j'ai l'honneur d'appartenir ont saisi le ministre sur une position évidemment très réservée, à la fois sur la suppression des sites inscrits, sous le prétexte que ces sites inscrits seraient en partie dégradés, mais je ne crois pas que ce soit de bonne politique de penser que parce qu'une chose n'a pas parfaitement fonctionné, il faut complètement la supprimer. Je crois au contraire qu'il faut réfléchir à son amélioration. Et si j'étais un tout petit peu maximaliste, je rappellerais que les monuments historiques ont réussi juridiquement à ce que l'inscription à l'inventaire, qui n'était que l'antichambre du classement, devienne une protection en soi, ce que n'a pas malheureusement pu réaliser la loi de 1930 sur les sites. Il n'empêche que le site inscrit est aujourd'hui, et peut-être il faut citer les chiffres, 4% seulement du territoire national est protégé, vous le savez, au titre de la loi de 1930. Il y a 4800 sites inscrits, et ça représente 1 680 000 hectares protégés. On nous propose de supprimer cela en amoindrissant le dispositif. Ça me paraît tout à fait inconcevable. D'autant que, et j'en termine par là... Vous n'êtes pas en tribune, monsieur. Vous êtes ici pour documenter le sujet. Oui, pardon, excusez-moi, je le documente. Pour vous dire, Madame la Présidente, qu'il nous semble que cette suppression s'accompagne d'un examen qui est proposé à la Commission supérieure des sites avec des listes en chambre ardente sur une dizaine d'années, et que là aussi je suis frappé que, comme pour l'affaire des AVAP et de la ZPPAUP, il y a un problème de délai et de force réunis autour de la question. On n'arrivera pas, en un si court laps de temps, à transformer plusieurs centaines de sites inscrits qui correspondent à des surfaces très importantes. Donc notre inquiétude est assez grande, à la fois autour de la loi de 13 et les insuffisances pointées par mes prédécesseurs, et aussi sur la modification de la loi de 1930. Je vous remercie. Merci. Et nous allons entendre les ABF. Madame Saadia Tamlikesh. Madame la Présidente, merci. Nous sommes très honorés d'être invités autour de cette table, enfin de ce théâtre, pour pouvoir nous exprimer. Je rappellerai donc un premier point qui est que nous sommes aussi très fiers de représenter nos collègues, puisqu'un rapport vient d'être présenté en décembre sur un rapport d'inspection sur les architectes urbanistes de l'État, et que ce rapport signifie la grande satisfaction de notre hiérarchie dans notre manière de servir. Je m'exprimerai sur deux points, sur deux points très généraux et rapidement, sur la méthode et sur le dialogue dans nos missions. Sur les méthodes, notre objectif, il est simple, il est de garantir donc la mise en valeur des monuments historiques et la qualité du cadre de vie. Dans ce cadre, nous avons une méthode qui est aussi simple et qui se décline en deux parties. Sur le patrimoine, on a affaire à un élément qui préexiste. On est sur des territoires, en fait, quand on parle de patrimoine, on parle de patrimoine bâti, monument historique, mais aussi urbain et paysager, je le rappelle, puisque c'est aussi le cadre de nos missions. Et pour ça, comme on a affaire à des éléments qui préexistent, la méthode est simple. On doit nous garantir que la connaissance de ce qui préexiste intervient bien dans les projets qu'on nous soumet. Et cette connaissance, parfois, effectivement, on l'a fournie nous-mêmes, en tant qu'experts, comme l'a rappelé M. Gady, mais souvent, très souvent, on la commande, puisqu'on a en face de nous, souvent, des professionnels qui sont capables de la fournir. Et ça, c'est une garantie à laquelle on est très attaché, qui est une des chevilles ouvrières de nos missions. Et donc, pour ce qui est de l'organisation de notre travail au quotidien, nous avons le travail d'abattage, puisque nous couvrons effectivement 4% du territoire, mais que passent par nos services 20% des demandes d'autorisation de travaux, donc ce qui montre un peu le gabarit de la machine qu'on pilote. Et donc, où on gagne du temps, c'est en mettant tout le monde autour de la table, comme on le fait ici, parce que là, nous avons tous les enjeux qui viennent avec leurs propres valeurs s'exprimer autour du projet, à l'occasion du projet, et effectivement, là, nous avons un travail pas seulement de police, mais beaucoup aussi d'arbitre. C'est nous qui permettons, dans le dialogue, de positionner les enjeux dans des relations
saines les uns par rapport aux autres autour du projet et dans le cadre de nos missions. Ce troisième point me permet d'introduire en fait donc la question que vous nous avez soumise sur le dialogue avec les partenaires et autour des projets auxquels on a affaire. Je rappelle juste pour ce qui est du monument historique que nous avons affaire à des partenaires multiples, Conservation régionale des monuments historiques, les commissions qui se déclinent, mais aussi le CMN, l'OPIC, etc., qui sont qui entrent dans le dispositif complexe de la protection du monument historique. Pour le reste, les particuliers et les élus, les maîtres d'ouvrage institutionnels, que le projet donc concerne un petit détail du bâti dans les abords, ou bien un grand projet d'urbanisme, un PLU ou un secteur sauvegardé, etc., nous sommes attachés à nouveau à ce que le maître d'œuvre du projet, que ce soit l'urbaniste, le bureau d'études, l'architecte en face, prenne la parole qui lui revient dans l'élaboration du projet. Et ça, c'est que dans le dialogue que ça peut se faire. Donc, si vous voulez, mon collègue Jean-Lucien Guénoun s'exprimera plus en détail sur la loi qui nous est soumise, mais je voulais faire état de cette situation qui est que nous sommes effectivement dans un système qui fonctionne correctement, que nos missions sont attachées à une dimension de dialogue. Ça exige que nous connaissions nous-mêmes très bien, évidemment, tous les dispositifs de loi, et que si ce système a quelques failles, peut-être, qui peuvent être identifiées, il n'est pas... ces défaillances tiennent plus à un manque de moyens, effectivement, qu'à une distorsion. L'application des textes de loi, l'application des règlements n'est pas une chose qui est au-dessus de nos moyens. La compréhension de ces textes non plus, et en général pas au-dessus non plus des moyens des interlocuteurs que nous avons en face de nous. Et c'est là, là que je cède la parole à Jean-Lucien Guénoun sur ce dernier point, c'est que ce qui nuit au système général, et nous n'en sommes pas, le patrimoine n'est pas la seule victime de ça, c'est l'instabilité juridique générale que l'on rencontre aujourd'hui dans les dispositifs juridiques en France. Merci. Merci beaucoup. Je note votre souci du dialogue et le tonus, dira-t-on, de certains de nos collègues ayant eu des mésaventures locales sur des arbitrages qu'ils n'avaient pas admis, n'a pas facilité la défense de votre rôle dans les textes qui ont précédé. Donc, nous sommes également très sensibles à ce dialogue local. Monsieur Jean-Lucien Guénoun. Oui. Bonjour Madame la Présidente et merci de nous accueillir aujourd'hui. Donc je crois que beaucoup de choses ont effectivement déjà été dites et je souscris totalement aux propos qui ont précédé. Monsieur Denis Grandjean a parfaitement résumé, je crois, la situation. Nous avons un système législatif actuel qui, en fait, est envié par beaucoup de pays étrangers. Il faut le savoir, hein, c'est un petit peu oublié en France, mais dès qu'on va à l'étranger, on fait beaucoup de voyages d'études, hein, justement, on rencontre des élus, des professionnels régulièrement. Ils cherchent, ils nous disent l'admiration du système français, et notamment le fait qu'il y ait une coordination entre les différentes législations patrimoniales. Parce que c'est ça qui fait que ça marche en France. C'est qu'on n'a pas d'un côté des sites qui appliquent une directive avec une vision particulière, spécifique. D'un autre côté, les MH qui disent qu'il faut faire ça, ça et ça, et puis pas autrement. D'un troisième côté, le secteur sauvegardé qui dit cette autre chose, avec des applications différentes. Donc l'avantage du système français, c'est ce lien qui existe entre les différentes législations, qui se fait aujourd'hui effectivement à travers nos missions. Hein. Nous sommes l'expert qui réunit encore les sites et les abords de monuments historiques, hein, puisque malheureusement il y a eu scission à partir de 1995, quand les services départementaux de l'architecture qui étaient créés au ministère de l'Environnement et du cadre de vie, hein, en 1979, ont été affectés au ministère de la Culture, et on a eu la séparation en fait entre l'architecture et l'urbanisme. Donc on en pâtit aujourd'hui encore, et je crois que ça c'est un vrai problème. Donc les élus
qui nous connaissent bien, qui nous critiquent parfois, mais qui apprécient aussi nos missions, savent très bien que Monsieur Patrimoine, c'est Monsieur l'architecte des bâtiments de France. Et cette identification, nous l'assumons pleinement. Nous manquons de moyens, c'est vrai, mais elle permet aux gens de s'y retrouver. Alors effectivement, il y a un bouc émissaire de temps en temps, c'est l'ABF, il y a une personne... Mais bon, voilà, c'est notre métier, nous sommes là pour ça. Mais c'est très important de garder cette unité. Alors nous sommes inquiets parce qu'effectivement, le système actuel, donc, c'est chronologiquement, donc vous l'avez résumé, les abords de monuments historiques, puis les sites, puis les secteurs sauvegardés, puis les EPUP, devenus AVAP. Tout ça correspond à un système qui s'est perfectionné, en fait. On est passé des abords qui étaient une protection globale, générale et simple à mettre en œuvre pour dire il faut qu'il y ait un contrôle à minima dans des périmètres de protection calculés pour en gros faire la superficie d'un village. Et là-dedans, on donne à l'ABF un pouvoir de s'opposer au projet s'il y a atteinte au monument. Par contre, s'il n'y a pas atteinte au monument, l'ABF donne un avis, que l'élu suit ou pas, l'avis simple. Là-dessus, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de protection pour les espaces naturels, les sites, les points de vue. Donc ceci est arrivé en 1930 avec calqué, site inscrit, site classé. Donc une première mesure de protection légère pour assurer une surveillance du territoire et puis une protection forte pour les territoires d'exception. On s'est rendu compte après, avec la loi Malraux, que les centres urbains étaient menacés de rénovation urbaine, destruction de la guerre, la reconstruction, etc. Et qu'il fallait un outil qui soit à la fois un outil d'urbanisme et de gestion patrimoniale. Les secteurs sauvegardés ne sont pas une servitude, en fait. Donc c'est important aussi de le savoir. C'est un outil vraiment urbain, d'urbanisme, qui permet d'assurer une protection patrimoniale de chaque parcelle, chaque édifice, chaque immeuble. Ça, c'est très intéressant parce qu'on retrouve une gestion fine des territoires et c'est adossé effectivement à des possibilités d'aide, soit de subvention, mais aujourd'hui il n'y en a plus malheureusement, soit d'édition fiscale, c'est ce qui reste des systèmes d'origine. Et puis en 1983, avec les décentralisations, l'idée des ZUPAUP est qu'il ne faut pas jeter aujourd'hui, et la nouvelle loi pour ça nous paraît mauvaise, parce que c'est clairement la disparition des ZUPAUP et des AVAP, puisque soit elles deviennent des secteurs sauvegardés, soit elles deviennent des PLU, donc ça disparaît. Cette idée de 1983, qui était très bonne, c'est-à-dire d'expliciter ce que devaient être des rayons de protection intelligents dans leur délimitation, mais aussi appuyer sur une étude, une enquête publique, un règlement, c'est-à-dire un document partagé avec les habitants, les élus, un document de gestion stable, c'est-à-dire qui ne se modifie pas effectivement comme on peut le faire aujourd'hui avec un PLU patrimonial. Les PLU, il faut le savoir, hein, on en voit aujourd'hui, ça existe déjà ce qu'on appelle le PLU patrimonial, c'est-à-dire on recense des immeubles protégés localement avec les articles L123, 5, 7 et autres. On a des modifications des documents d'urbanisme, de PLU qui se font et on n'est pas consulté sur ces modifications. C'est-à-dire que les textes ne prévoient pas qu'on puisse dire « Attendez, vous dites que c'est une modification, donc quelque chose de mineur, mais ça peut être extrêmement important. » Par exemple, puisqu'on a beaucoup parlé des problèmes de dispositifs panneaux photovoltaïques et autres, on a pu avoir des modifications de règlement qui disaient simplement les panneaux photovoltaïques sont autorisés sur l'ensemble des toitures. Ça passe sans qu'on puisse dire attention, peut-être qu'en abord de monument, il faudra que ce soit autorisé sous réserve de ne pas porter atteinte, vous voyez, des petites choses comme ça. Donc une modification, ça peut parfois être un changement assez important. Donc voilà pourquoi il nous semble qu'aujourd'hui le système fonctionne. Par contre, il a des lacunes. Il a des lacunes. Les lacunes, c'est que les ZUPAUP n'ont pas de durée de vie prévue au-delà du 14 juillet 2015. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut supprimer quelque part parce que beaucoup de communes rurales sont tout à fait satisfaites de leurs documents, n'ont pas les moyens de se payer une nouvelle étude qui va être assez coûteuse parce qu'effectivement, la transformation en AVAP implique l'étude de documents complémentaires et une remise à plat totale de l'étude. Le ministère de la Culture n'a pas les crédits pour aider à cette modification, à cette révision avant 2015. Donc on va avoir une perte
de protection de beaucoup de communes qui ne sont pas du tout demandeurs. À l'époque, l'Association des maires de France avait clairement dit qu'elle souhaitait le maintien des ZPPAUP, si vous voulez. Donc c'est vraiment une demande des élus, et notamment des élus ruraux. Le deuxième point à améliorer, c'est probablement dans les mises en œuvre des AVAP, clarifier en fait les compositions de commissions. On se rend compte qu'on a des difficultés techniques. Il y a un manque de crédit d'études, ça c'est très clair, et je pense que la loi devrait être évaluée. Il faut savoir que pour créer des périmètres de protection modifiés, si on ne veut pas que cela crée ce que j'appelle une France disparate, c'est-à-dire avec dans un service territorial un architecte des bâtiments de France qui n'a vraiment pas les moyens et qui va se dire bon, je vais faire des rayons de protection de 50 mètres ou 100 mètres parce que je n'aurai pas les moyens de gérer plus. Dans un autre département, un autre architecte des bâtiments de France va dire moi je pense qu'au contraire il faut prolonger la perspective et aller à 550 mètres, etc. Donc on va avoir une gestion un petit peu non planifiée et non régulée. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait pour ça qu'à chaque périmètre modifié, on ait une consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites ou de l'architecture dans le projet de loi, 44 000 rayons de protection à examiner, 50 ans pour 100 secteurs sauvegardés, 30 ans pour 600 ZPPAUP. Il faudrait environ 1500 ans pour arriver à la vitesse actuelle à avoir des PPA sur toute la France. Donc vous voyez, il y a quelque chose d'un peu irréaliste dans ce projet. Le troisième point qui ne va pas, c'est effectivement le manque de stabilité juridique. Ça a été souligné plusieurs fois. Moi, depuis 2010, concrètement, je n'arrive pas à proposer aux élus un système de protection parce que quand les AVAP sont sortis, j'ai été prospecté, il y avait des PPP en cours d'études, on a voulu les modifier. Mais alors, qu'est-ce qu'on dit aux élus? Attendez, on ne sait pas, ça va peut-être changer. Donc, on ne va pas les lancer. Vous voyez ce que je veux dire? On n'arrive pas à dire aux élus, allez-y, c'est très bien. On est obligé de leur dire, oui, attendez, ça va peut-être changer dans un an, on ne sait pas. Donc, ça a bloqué la logique de protection depuis plusieurs années. Donc ça, c'est terrible. On a besoin effectivement de pouvoir dire aux élus, allez-y en confiance. On n'a pas envie de se décrédibiliser. Vous voyez, moi, je ne peux pas dire à un élu, lancez-vous dans une AVAP aujourd'hui, parce que je sais que ça risque de changer dans... Donc ça, c'est un vrai problème, et je pense qu'il faudrait effectivement dire que le système actuel marche bien, et que la nouvelle loi, elle n'est pas là pour remettre en cause le système, elle est là pour l'améliorer. Je crois que ça, c'est fondamental comme démarche. C'est une amélioration. Écoutez, nous avons entendu ce à quoi vous êtes attachés, vos alertes, vos suggestions. Je vais d'abord donner la parole à Monsieur Eblé, qui est notre rapporteur budgétaire et notre fin connaisseur des questions du patrimoine. Merci Madame la Présidente. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les interventions des uns et des autres, même si les occasions sont nombreuses de travailler sur ces questions à l'initiative de telle ou telle association. Je pense en particulier aux premiers orateurs ou à l'association que préside le bâtonnier de la Bretèche, puisque ces rencontres sont assez récentes, mais très sincèrement, dans l'esprit de ce que vous disiez, Madame la Présidente, tout à l'heure, je pense qu'il faut que nous poursuivions ce travail, puisque tout ce que nous disons reste dans un conditionnel, et nous savons bien comme parlementaires qu'entre projet ou proposition de loi et loi votée, il y a souvent, je dirais, des différences tout à fait substantielles. C'est le propre du travail parlementaire que d'améliorer et de travailler les textes, et singulièrement au sein de la Haute Assemblée. Donc ne considérons pas comme acquis ce qui est aujourd'hui, je dirais, d'ailleurs pas totalement défini, puisqu'autant que je le sache, nous sommes encore dans des phases de travail interministériel, de sollicitation d'un certain nombre d'institutions nationales, etc. Et donc, nous aurons à travailler. Il n'en reste pas moins que il y a quelques éléments de préoccupation dans ce projet. Il y a également des éléments extrêmement positifs, dont certains ont été soulignés.
pas tous, mais pour beaucoup, ils peuvent nous éloigner du régime de protection qui nous intéresse plus particulièrement ce matin. Je pense par exemple au lien qui est fait entre le patrimoine mobilier et le patrimoine immobilier, qui est un élément qui fait débat dans les milieux patrimoniaux depuis de nombreuses années, qui n'avait pas trouvé de traduction législative et qui pourrait ici en trouver enfin. Donc ça, je crois que c'est extrêmement utile, parce qu'il y a du sens historique et de protection à envisager la protection in situ d'éléments mobiliers à partir du moment où soit leur histoire, soit des éléments, je dirais, de nature plus esthétique font qu'ils ne doivent pas quitter le monument pour lequel ils ont été conçus ou dans lequel ils se sont trouvés durant fort longtemps. Ces éléments positifs, évidemment, naturellement, font moins débat que les éléments, je dirais, qui, de l'avis de tel ou tel intervenant, doivent faire l'objet d'inflexions. Moi, j'ai une préoccupation qui est une préoccupation de calendrier, sur lequel je souhaiterais que les associations réagissent. Elle tient à un point qui a été évoqué, je crois que c'est par Monsieur de la Bretèche, sur la sauvegarde des ZPPUP et du risque qu'elles ne disparaissent si le travail parlementaire, et on en connaît, je dirais, le nécessaire délai, ne produit pas un texte de façon relativement rapide. J'ai cru comprendre dans l'intervention de Jean-Lucien Guénoun qu'il évoquait une date de juillet 2015. Moi, je n'avais pas cette date à l'esprit, donc est-ce que vous pourriez nous confirmer quelle est l'échéance? Est-ce que nous avons une comptabilité tout à fait précise? J'habite une commune dont la ZPPUP vient d'être transformée en AVAP il y a quelques semaines, donc il y a des processus qui sont en cours. Est-ce que l'on connaît le solde, qui fait l'objet de la difficulté devant laquelle nous sommes, et dans quel délai nous faut-il trouver une issue sur cette affaire pour éviter que les ZPPUP ne disparaissent, et si jamais elles venaient à disparaître, quel est, l'état du droit? Est-ce que c'est la disparition pure et simple de tout dispositif de protection? Est-ce qu'on retombe dans un dispositif filet qui est celui des abords sur un rayon, traditionnel, propre à la loi de 13 quand il n'y a pas ZPPUP? J'aimerais que vous nous éclairiez sur ce point parce qu'il me paraît tout à fait important. Je vous propose, Monsieur Alain de la Bretèche, de répondre précisément justement à ces deux questions de calendrier, la date et ce qui se passe si la ZPPUP tombe. Alors pour ce qui est de la date, elle a été indiquée, c'est tout à fait ça. C'est ça. Et elle est sèche, la date. Il n'y a pas de rattrapage possible. Dire qu'à cette date-là, les ZPPUP tombent. Ça a été dit également, le principal frein à la transformation de la ZPPUP en AVAP, qui aurait pu être la solution, c'était d'ailleurs la solution du législateur le dernier, c'est, comme on l'a dit, que ça coûte cher pour les collectivités décentralisées, et en particulier à une période où on a déjà les crédits pour transformer les POS en PLU et les PLU. Et en particulier, dans le Conseil des grandes communes de France, je n'ai pas besoin de souligner que quand on vient de sortir d'une enquête de PLU, quand on est élu, on n'a pas forcément envie de se retrouver dans une enquête sur la VAP. Non, mais au-delà du contexte et de l'environnement, ça devient quoi? Alors, si rien ne se passe, ça devient quoi? Ça devient très exactement ceci. La loi, c'était le cas pour la ZPUP et c'est le cas pour la VAP, suspendait les mesures d'abord dans une ZPPUP comme dans une AVAP. Il n'y avait plus de procédure d'abord. À partir du moment où la ZPPUP disparaît, comme c'est une simple suspension, on retrouve les procédures d'abord. Alors je rappelle que la caractéristique procédure d'abord, M. Guénoun l'a fort bien dit, c'est que dans les abords d'un monument, l'ABF ne s'occupe pas d'avoir la meilleure territorialité possible de la protection, il s'occupe simplement de protéger le monument
dont le périmètre de 500 mètres ou plus ou moins constitue les abords. Donc il se focalise sur le monument et pas sur l'ensemble du territoire. Il n'a d'ailleurs pas le droit de le faire. C'est pas le voilà. Donc c'est tout ce qui reste. Il reste les procédures d'abord et bien entendu, il peut rester, quand ça a été le cas, un site classé ou inscrit. Par exemple, à Paris, vous savez, tout Paris pratiquement est classé ou inscrit. Voilà, mais c'est tout ce qui reste. Je crois que je réponds précisément à vos deux questions. Merci bien. Monsieur Michel Le Squarnec. Merci, Madame la Présidente. Je n'ai pas entendu expliquer pour les villes d'art, et il y a aussi les pays d'art et d'histoire, villes d'art et d'histoire, pays d'art et d'histoire. J'ai été maire d'Auray pendant 17 ans, on a eu une difficulté pour devenir ville d'art et d'histoire, on voulait nous imposer, donc pays d'art et d'histoire, seulement pour faire pays d'art et d'histoire, il faut convaincre l'ensemble des élus qui composent ce pays. Et par conséquent, on n'a pas réussi. Donc je voulais savoir si ça a évolué depuis, ça fait une dizaine d'années de cela, un peu plus, peut-être 14 ans. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible pour une ville de devenir ville d'art et d'histoire et sans être pays d'art et d'histoire, puisque il y a le problème, quand il n'y a pas une majorité d'élus favorables, parce que ça engendre comme des frais, il faut créer des postes. Et l'autre question portait sur les petites cités de caractère qui existent dans le Morbihan, ils sont déjà venus me voir, donc, où on en est dans la création des petites cités de caractère. Est-ce qu'elles ont un avenir? Est-ce qu'elles sont sûres de pouvoir bénéficier d'aide par rapport à leur patrimoine, parce qu'elles me font part de leurs difficultés financières pour maintenir leur patrimoine en état, pour le sauvegarder. Voilà les questions essentielles. Sinon, par rapport à la ZPPAUP, je trouve ça un peu dur quand même que les délais soient aussi courts pour pouvoir se transformer en AVAB si c'est nécessaire, si c'est une bonne chose. Si c'est une bonne chose, qu'on nous donne du temps pour y arriver. Chez moi, c'est fait, mais bon, je parle pour les autres qui n'ont pas fait, qui ont des difficultés financières. Si c'est vraiment fondamental, pourquoi on laisserait tomber la ZPAUP pour quelques mois, quelques années? On peut prolonger de 5 ans, voire 10 ans si c'est nécessaire, pour permettre aux différentes collectivités d'évoluer vers la VAB, si c'est une bonne chose d'évoluer vers la VAB. Voilà mes questions. Merci. On va prendre plusieurs questions. Monsieur Leleu. Merci, Madame la Présidente. Le thème et le titre de notre table ronde indiquent, je dirais pudiquement, régime de protection du patrimoine, comme si on faisait un petit état des lieux de la situation juridique, alors que la grande préoccupation, nous le savons, c'est quand même le texte qui va arriver à notre examen dans quelques mois. Et moi, j'aborde ce sujet avec, évidemment, comme nos collègues, beaucoup d'intérêt, étant désormais le président de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, dont je salue un certain nombre de membres ici présents, succédant ainsi à un remarquable président qui était Yves Dauge, et qui a marqué l'esprit de l'ensemble de l'examen de ces sujets des secteurs sauvegardés, et voilà, j'essaye progressivement d'être à la hauteur de sa compétence. J'aborde le sujet avec une bonne impression. Je ne vais pas revenir sur les aspects techniques, même si aujourd'hui un zoom est effectué sur les espaces protégés et que la loi comporte bien d'autres titres. Et j'approuve totalement les quelques mots qui constituent l'objectif de la loi. C'est une loi dont il est indiqué dans le préambule et dans l'exposé des motifs à venir qu'il veut simplifier pour mieux protéger. Je veux dire, ces quelques mots-là, je pense qu'ils sont déjà le début d'un consensus. Mais la crainte que l'on peut exprimer, pour ceux qui ont l'habitude du débat parlementaire, c'est qu'on sorte au bout du compte avec quelque chose qui s'interprète plutôt par compliqué pour moins bien protéger. Et j'entends les débats d'aujourd'hui et force est de constater que un grand nombre de réserves sont exprimées par les différentes composantes de cette table ronde. Or, il m'apparaît qu'une loi sur le patrimoine en France ne pourrait pas ne pas constituer un consensus.
parce que c'est voilà, c'est tellement transversal en termes d'intérêt public, avec une stratégie de l'État qui doit rester quand même maître d'un certain nombre de choses, même si la mode est à la décentralisation, ce que j'approuve aussi, mais le patrimoine reste l'objet d'une stratégie nationale et que ce sujet n'est pas forcément d'une maturité telle qu'il puisse être inconsidérément décentralisé à ce jour. Et donc, j'entends bien l'équilibre qui est en train d'essayer, qui devrait s'exprimer lors de l'examen de cette loi. Et j'en retiens quelques aspects sans entrer dans le détail parce que c'est une loi qui est au fond assez longue, dont on comprend les motivations, dont il faut à la limite les accompagner, mais aujourd'hui j'entends totalement ces réserves. Alors il y a la fusion des différents statuts, secteur sauvegardé, ZPPAUP, AVAP, avec les inquiétudes sur la durée de vie des ZPPAUP en cité historique. Il y a l'aspect sémantique qui est au fond marginal. C'est vrai que les gens se demandent qu'est-ce que le mot cité historique véhicule comme esprit. Mais l'inquiétude réside surtout sur le simple choix entre un PSMV dont on souhaite le développement le plus grand possible. Il a été rappelé qu'André Malraux avait évoqué 400. Et 50 ans après, on n'en est qu'à 100. Et le choix entre le PSMV 102 ou 103. Et le choix avec le PLU patrimonial, dont la compétence est quasi strictement locale, la Commission nationale n'ayant à traiter que du périmètre. Ce qui est bien, mais absolument insuffisant pour avoir une garantie des protections à venir. Donc l'inquiétude est là, ce PLU patrimonial inquiète. D'autant que nous ne sommes pas, le contraire se saurait, dans une période économique où l'argent public coule à flot et que pour avoir une bonne politique patrimoniale, il faut un peu de moyens. Il faut un peu de moyens. Or, ces moyens n'étant pas là, je crains que le choix des élus locaux, ceux qui ne sont pas les plus concernés, sensibilisés, motivés, accompagnant la protection et la sauvegarde et la valorisation du patrimoine, très très vite choisissent pour le PLU patrimonial. D'abord parce qu'un PSMV, il faut le dire, ça coûte en termes d'études, allez, 300 à 400 000 euros, que l'État, enfin, on me contredira si c'est faux, mais c'est à peu près l'analyse que j'ai pu en faire. L'autre jour, on examinait le PSMV de Richelieu, qui est une petite commune de 2000 habitants, 350 000 euros d'études et de frais. Certes, l'État a dérogé en mettant un petit peu plus, 70%, contrairement aux 50% qui sont d'habitude mis, mais ça reste beaucoup. Et dans le contexte financier des collectivités locales aujourd'hui, je crains que l'objectif d'amplifier le nombre de PSMV soit un objectif qui, au travers de la loi, risque d'être infléchi négativement pour un choix vers les PLU patrimoniaux moins chers, moins contraignants. Et la lisibilité, l'affichage public que le maire va peut-être rechercher dans sa gestion locale, vous savez, moi je m'occupe du patrimoine, j'ai fait un PLU patrimonial. Donc voilà, tout va très bien, c'est moins cher, mais il ne dit pas qu'il n'aura pas forcément les mêmes résultats en termes de protection, de préservation et de valorisation du patrimoine. Il y a une inquiétude générale, on commence à écouter beaucoup, Denis, on a beaucoup déjà entendu, et ça c'est quelque chose qu'il faudra absolument traiter si on recherche ce fameux consensus que je pense indispensable pour ce type de loi. Voilà. Moi, je suis prêt à travailler avec les élus de notre groupe pour qu'on arrive à cet objectif-là. Je voudrais revenir sur un autre point, mais dernier, puis je m'arrête, l'aspect médiation, l'aspect appropriation par le public de ces sujets.
aujourd'hui, j'ai bien entendu les interventions des ABF. L'ABF est porte une image difficile dans les communes, sauf quand il y a eu une très bonne médiation vis-à-vis de la population. L'ABF est l'empêcheur de tourner en rond. L'ABF est contraignant. Il est accusé de pouvoir exorbitant. Voilà. Mais l'évolution se fera qu'au travers d'une concertation, comme vous l'avez souhaité d'ailleurs, plus grande, d'une appropriation par les habitants de leur patrimoine eux-mêmes. Et je pense que la loi pourrait traiter de ce sujet, de la médiation et de l'appropriation par le public de ces sujets patrimoniaux qui, dans un contexte économique et social parfois difficile, notamment dans les secteurs sauvegardés, eh bien, est mal compris. Parce qu'on se dit, bon, moi je perce une fenêtre parce que j'ai besoin d'air, et puis je mets des volets en plastique parce que, voilà, c'est moins cher. Et l'ABF m'empêche. Voilà. Donc on en reste là, et c'est dommage, parce que d'une valorisation individuelle, il y a une valorisation collective qui arrive, et voilà. Un dernier point, Madame la Présidente, l'aspect logement. Je vous rappelle, chers collègues, que nous avons un dépouillement à faire. Ah oui, c'est vrai, mais ça sera fait en 30 secondes. Et je demanderai à chacun d'être précis dans ses interventions. Une phrase. En 96, on a identifié dans les centres historiques, dans 103 ou 104 centres historiques, 250 000 logements vacants. 250 000 logements vacants. À mettre simplement en regard des 800 000 ou 1 million qui nous manquent. Et que là, il y a un effort particulier, mais beaucoup d'argent dans les constructions de logements sociaux. Mais si on pouvait en orienter quelques-uns dans les centres historiques, eh bien, on aurait déjà presque un quart de logements en plus dans notre pays, et je vous remercie. Merci, Monsieur Leleux. Monsieur Boyer. Oui, Madame la Présidente, comme nous le savons tous, la richesse du patrimoine et sa sauvegarde est un état d'esprit. Cela a été dit dans ce contexte difficile de notre société. Est-ce qu'il ne serait pas possible pour les urgences, Madame la Présidente, à ce que l'État envisage des prêts à taux réduit? C'est une première question. La deuxième, notre thème et notre objectif, c'est développons nos richesses, mais sauvegardons-les. Alors dans les communes, vous avez évoqué la ruralité, je fais partie de cette ruralité, il y a dans les bâtiments, dans les manoirs qui menacent, deux objectifs. La sécurité, quand au bord d'une rue, mais aussi la sauvegarde du patrimoine quand le propriétaire n'y attache pas d'importance et malheureusement ça arrive. Alors quels sont nos pouvoirs dans la rapidité, parce que quand il faut faire déterminer qu'il y a une nécessité pour la sécurité, c'est souvent très long. Alors en archéologie, je crois que nous avons une chance, chers collègues, c'est d'avoir les conservatoires. Pendant quelques années, c'est pas pour vous dire, j'ai été président d'un conservatoire, mais c'est une action qui nous sauvegardera toute la botanique de demain. Puisque, comme vous le savez, le rôle du conservatoire, c'est de sauvegarder, de développer, de démultiplier les plantes menacées. Alors, comme j'ai dit que je voulais être court, une question. Le propriétaire du sol, dans le cadre de recherche archéologique, est-il propriétaire aussi du sous-sol? C'est-à-dire, pour être très concret, si un propriétaire ne souhaite pas que la collectivité fouille, quand bien même on est convaincu qu'il y a des richesses, mais vous savez, on n'a pas jugé les autres, il y en a qui ne sont pas très raisonnables. Alors, est-ce que le propriétaire du sol est propriétaire du sous-sol? Et puis, un dernier constat. On voit parfois, sans être critique, que l'ABF, elle radiographie s'il y a une lucarne qui est en plastique, au lieu d'être en bois, on prend un carton, pour parler foot. Mais on ne voit pas parfois assez l'apparence générale de la maison qui est plus choquante que la lacune qu'il y a dans une ouverture. Je ne veux pas dire que c'est très généralisé, mais je veux simplement dire que, croyez-moi, ça arrive. Merci. Merci. Madame Ferrat. Merci, Madame la Présidente. Quelques mots et une question.
Vous dire tout d'abord que cette table ronde me semble des plus intéressantes et des plus constructives à plus d'un titre. Déjà, elle conforte mon expérience d'élu local, et sans revenir sur tel ou tel point, parce que cela a été fait et cela se fera, à n'en pas douter, à l'étude du prochain texte qui ne manquera pas de venir, elle nous permet de mieux appréhender et de mesurer les nécessaires améliorations dont nous devrons tenir compte sur notre prochain travail. Alors moi je souhaite que nous oublions les péripéties du texte Legendre-Ferrat, d'autant que le directeur de cabinet du ministre de la Culture qui a souhaité me rencontrer m'a démontré qu'il était quasiment intégré au futur texte, donc vous voyez que nous en sommes particulièrement ravis. Mais ce que j'ai entendu ce matin, évidemment, est très précieux pour l'élaboration de cette loi. Et moi, je voudrais, tout comme mon collègue Jean-Pierre Leleux, dire que, voilà, il nous faut un consensus. La protection du patrimoine et le patrimoine tout court n'est ni de droite ni de gauche. Nos objectifs sont les mêmes, nos préoccupations sont les mêmes et notre souhait de valoriser et de préserver est le même. Donc tout cela doit nous guider dans nos prochaines discussions et dans nos prochains votes. J'en viens à ma question, et vous allez voir, c'est une question tout à fait singulière qui me préoccupe parce que je suis interpellée par des habitants de mon département. Voilà ce qui se passe. Vous connaissez tous les publicités anciennes, celles que l'on trouve sur les pignons des immeubles. Vu du propriétaire de la maison, et quelquefois ces publicités n'existent plus dans le commerce, hein, donc ce sont souvent des publicités qui n'en sont plus, mais qui ne sont peut-être pas forcément des œuvres d'art pour autant. Vu du propriétaire de la maison, c'est tout à fait intéressant. Vu du maire et des habitants du quartier, ça peut l'être un peu moins. Alors vous qui êtes ce matin des références et des experts, pouvez-vous me dire si vous avez été confronté à une telle situation et comment vous avez pu régler ce problème? Si, Madame Blondin. Oui, merci Madame la Présidente. Donc je vais essayer d'être brève. Je voudrais juste rappeler l'importance de la loi littorale, bien entendu, et vous avez évoqué des craintes. Néanmoins, vous rappelez aussi les difficultés d'application de cette loi. Je viens d'un département le plus maritime, je viens du Finistère, et je peux vous assurer que nous sommes très attachés. Nous n'avons pas de bétonnage sur nos côtes, et nous avons eu un conservatoire de littoral avec une protection de littoral tout à fait remarquable, et nous avons aussi, ce que je n'ai pas entendu, peut-être vous avez parlé de biodiversité et de la préservation de cette biodiversité, je n'ai pas entendu parler de parc marin. Mais le parc marin, ça a été le premier parc marin de France. De plus, nous venons d'avoir le grand site de la Pointe du Raz. Et là, on se trouve confronté avec les élus qui ont beaucoup œuvré et qui ont mis autour de la table, et ce que vous évoquiez, Madame de l'ABF, tous les acteurs pour pouvoir travailler autour de ce projet. Malheureusement, le financement de l'État, à partir de là, eh bien, voilà, on a juste le privilège d'avoir ce grand site et les dépenses à assurer, mais ça, on pourra en rediscuter une autre fois. Néanmoins, les élus ruraux, qui sont fort nombreux dans ce département, sont très mitigés et parfois révoltés contre la loi littorale. Autant ils sont tout à fait conscients de la nécessité de préserver la bande littorale, la bande des 100 mètres, mais dès lors qu'il s'agit de pouvoir construire un équipement, je dirais, qui vient compléter une installation agricole ou concernant la pêche, ou etc., ce qui est possible dans la loi, entraîne des complications au niveau de l'application par la préfecture et perturbe effectivement ce que vous évoquiez tout à l'heure, le développement de la commune. De même que si à 6 km de là, entre deux constructions existantes, on a la possibilité de pouvoir faire bâtir
une construction, étant donné que ça vient, entre guillemets, combler ce qu'on peut appeler les dents creuses. Eh bien, il y a encore des interdictions qui font qu'à 5 km ou 6 km du littoral, eh bien, on se retrouve dans des difficultés de développement. Et j'ai même l'exemple d'une commune qui est à l'intérieur d'un estuaire et qui est frappée par cette loi littorale. Donc je pense qu'elle a besoin d'un dépouillement, d'un dépoussiérage, tout à fait, pour pouvoir permettre la gestion de l'arrière-pays et faire en sorte que les élus ruraux, qui sont très attachés au littoral, parce qu'ils savent qu'une ressource, c'est la ressource touristique, c'est la ressource économique qui est importante, et bien à ce moment-là, doivent pouvoir aussi accueillir de nouveaux habitants, sinon ce sont des communes qui meurent. Merci Madame Blondin, Madame Bouchoux, puis Monsieur Dupont, et nous terminons avec ce dernier orateur, Madame Bouchoux. Madame la Présidente, mes chers collègues, je me réjouis du caractère extrêmement consensuel et œcuménique de nos travaux de ce matin. On l'a laissé entendre, l'ennemi du patrimoine, c'est le temps qui passe, l'indifférence, peut-être la contrainte financière, mais je m'étonne, mais j'ai peut-être été distraite à ce moment-là, du peu d'attention qu'on a accordé à certains lobbies, qui sont aussi ceux qui vont à l'encontre de la défense du patrimoine. Et j'ai pas entendu parler, mais c'est peut-être en creux dans la pensée de chacun, ce qu'il en était du dossier qui devait être résolu en théorie, qui n'est pas en pratique, des affichages publicitaires en général qui dénaturent un certain nombre de nos villes, de nos zones périurbaines qui sont maintenant complètement détruites par des choses qui ne devraient plus exister du point de vue de la loi. Et dernièrement, les publicitaires en général, et puis un gros mot, parce qu'il a quand même un poids très fort dans notre pays, les fameux panneaux D, enfin le nom commence par D, qui sont partout, et qui sont les premiers nuisibles, qui vont à l'encontre de ce que préconisent les architectes, de ce que préconise tout le monde, et qui, dans l'impunité et l'indifférence générale, y compris l'indifférence scandaleuse de nos préfets, dénature nos villes, nos bourgs et nos campagnes. Donc ma question est simple, c'est est-ce qu'il y a un moyen pour qu'on puisse être plus opérationnel dans la future loi et qu'on passe de l'incantation à quelque chose d'un peu efficace? Merci. Merci Madame Bouchoux, je vous signalerai un moyen, c'est le respect des règles du Sénat, puisque dès hanter les couloirs du Parlement pendant les débats et amendements pour veiller à ses intérêts particulier. Monsieur Dupont, qui n'a rien à voir avec Monsieur D. Non, merci Madame le Président. Je sais que vous voulez respecter un horaire très précis, donc je ne vais pas être long, mais je ne peux pas m'empêcher de faire une petite réflexion à propos de la loi littorale. C'est pour moi une loi absolument essentielle et Madame Bouchoux, je crois, non, c'est Madame Blondin qui regrettait que dans un estuaire, la loi s'applique. Mais c'était bien la volonté de la loi que les espaces humides des estuaires et des lacs soient concernés par la loi littorale. Oui, à 6 km à l'intérieur, dans les estuaires, oui, bien sûr. Alors, c'est un vrai sujet. Je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, moi, je suis un fervent partisan. Je me suis battu depuis 25 ans. À chaque fois qu'elle a été attaquée, je crois que vraiment toucher à la loi littorale, c'est quelque chose qui ne va pas dans le sens de la protection, c'est d'accord, mais en plus c'est quelque chose qui ne va pas dans le sens des problèmes qu'on a avec les évolutions de la nature. Donc vouloir s'asseoir dessus au seul titre d'une occupation qu'on veut toujours plus dangereuse, je sais bien que les habitants veulent toujours construire au pied du Vésuve, mais bon, je ne sais pas si c'est quand même quelque chose que le pays doit autoriser. Deuxièmement, la publicité, c'est un sujet, Madame Bouchoux n'était pas là encore quand je me battais sur la publicité et que j'étais l'objet des critiques naturellement d'un certain nombre de lobbies, mais ça m'était bien égal. Ce qui était plus ennuyeux, c'est que l'Assemblée nationale a été plus sensible que moi au lobby de certains afficheurs qui polluent complètement à la fois la circulation dans notre pays et puis visuellement ce qui n'est pas du tout indispensable, et j'ai été dans quelques pays pour exercer un commerce même
profitable. Donc, je pense que la loi sur la publicité, la seule grande chose, plus les quelques petites dispositions qui ont pu être adoptées, la seule grande chose, c'est que, et ça revient à un sujet qui a été évoqué ce matin, c'est la possibilité de faire passer devant la commission d'enquête publique à la fois et en même temps le règlement de publicité et le règlement du PLU qui se met en place. Alors, je suis aussi très présent sur le SCOT du Pays d'Auge qui va de Honfleur à l'embouchure de l'Orne. Nous avons là certainement des aspects dans le cadre de la révision qui mériteront d'être étudiés, notamment celui du patrimoine. Mais la loi littorale, de grâce, n'y touchez pas trop. Merci, Monsieur Dupont, pour ces dernières paroles en particulier. D'ailleurs, signaler que sur des sujets comme l'affichage et la publicité, la commission de suivi des lois, qui est une originalité du Sénat, gagnerait peut-être à faire des focales très précises sur des morceaux qui ne sont absolument pas respectés sur le terrain. Eh bien, mesdames et messieurs, vous avez entendu les commentaires des élus et puis aussi quelques questions ponctuelles sur passer de ville d'art et d'histoire à pays d'art et d'histoire, les petites cités de caractère. Vous avez entendu messieurs Leleu, Blondin, Bouchou, Ferrat parler de consensus nécessaire. Vous avez été interrogé sur le pouvoir d'intervention d'un élu, sur un sous-sol ou sur un bâtiment en péril, la suggestion des prêts à taux réduits, des avis contrastés sur la loi littorale et l'alerte sur les lobbies. Je ne vais pas tous vous rendre la parole, mais une parole par groupe, ce qui vous permettra de répondre à ces questions ponctuelles, partagez-vous les rôles, et de conclure. On commence par vous. Après concertation. Oui, excusez-nous. Alors, pour répondre, je n'ai pas retenu votre nom, excusez-moi, monsieur le sénateur. Monsieur Le Scoarnec. Voilà, très bien. Par rapport déjà aux petites cités de caractère, donc je ne voudrais surtout pas parler au nom de leur association. Par contre, ce dont je peux vous informer, c'est qu'ils sont actuellement, ils ont créé une fédération nationale. Donc ils sont en train de se regrouper. Nous sommes en relation régulièrement avec les différents réseaux régionaux, notamment Bretagne et Franche-Comté, avec qui nous allons organiser une journée prochainement. Sincèrement, je ne pense que c'est un réseau qui est en train de se structurer et qui, nous l'espérons également, ne va pas disparaître. Voilà, mais après, par rapport à leurs problèmes éventuels financiers, je ne voudrais surtout pas m'avancer et parler en leur nom. Par rapport, par contre, au label Ville et Pays d'art et d'histoire, donc là, je vais pouvoir vous répondre plus précisément, je l'espère. Sachez que c'est un label donc toujours délivré par le ministère de la Culture. Il n'y a aucune précision de seuil limite minimum, c'est-à-dire le nombre d'habitants ou d'une superficie territoire pour obtenir le label dans les textes. Il est vrai que certains organismes peut-être conseillent les collectivités territoriales d'avoir un certain niveau, un certain seuil minimum d'habitants. Toujours est-il que l'association nationale, à partir du moment où il y a un projet cohérent de valorisation patrimoniale, de mise en valeur, de médiation porté par des élus qui ont la volonté de faire aboutir le projet, nous sommes plutôt très favorables à mettre en œuvre et à initier ce type de démarche et d'engager le montage d'un dossier de candidature. C'est tout à fait possible. Et sachez voilà, que des petites communes de quelques milliers d'habitants, moins de 10 000, voire même 5 000 habitants, sont parvenus à obtenir le label Ville et Pays d'art et d'histoire. Et c'est tout à fait très intéressant pour eux et quelque chose de positif, surtout couplé à une politique patrimoniale de protection au point de vue de l'urbanisme. Oui. Alors, c'est ville ou pays. Le label, finalement, ça s'appelle Ville et Pays d'art et d'histoire, que ce soit une ville ou un pays. Les deux possibilités, les deux structures sont possibles. Le portage de la structure est également très diversifié. Une ville qui également peut
s'étendre ensuite en pays, c'est des fois plus facile pour une collectivité de s'engager d'abord dans on va dire, le label à l'échelle de la ville, et ensuite, dans un second temps, de structurer un petit peu les services et la partie plus politique, et de l'étendre dans un second temps à l'échelle d'un pays. Alors, pays d'art et d'histoire, ne pas faire de lien direct avec les pays de type pays voiné ou structure intercommunale. Ça peut être plus à l'échelle, voilà, le périmètre peut être doit être cohérent avec le projet patrimonial avant tout. Merci, Monsieur Cruchon. Oui, merci. Juste par rapport à votre question sur la ZPPAUP et leur disparition, les échéances. Notre position à nous, association, elle est calée sur ce qui s'est passé sur la loi SRU avec les PLU et les POS. Lorsque la loi SRU a été mise en place, les POS ont disparu juridiquement et ont été remplacés par les PLU. Simplement, la loi a prévu et prévoit toujours que les POS perdurent jusqu'à ce que la collectivité a besoin de modifier ses projets. Et donc, à l'occasion d'une révision, à ce moment-là, on devient un PLU et on n'a pas perdu l'outil. J'ai appris récemment qu'une commune des Hautes-Pyrénées de 250 habitants a encore un POS. Mais c'est assez logique qu'elle l'ait, puisqu'elle n'a pas forcément... Si elle a 2 permis de construire par an, c'est bien le bout du monde, quoi. Donc, et si demain le maire veut étendre sa constructibilité, il fera un PLU, il n'aura pas le choix. Il nous semble la même chose possible par rapport aux ZPPAUP, ça nous semble souhaitable. Alors, d'autant qu'avec les PLU intercommunaux, on aura nécessairement une accélération de la révision des PLU. Donc, mais quand on met en place une révision d'un PLU, à ce moment-là, effectivement, on met les moyens d'une réflexion à une échelle territoriale pertinente, et ça nous semble être vraiment une bonne réponse de se caler sur ce qui s'est passé sur la loi SRU et qui n'avait pas été contesté juridiquement. Je vous remercie en précisant que le PLU est adossé à des procédures de consultation du public plus riches que ce qui existait au niveau des POS, dispositif qui a été un peu fragilisé à l'occasion d'un amendement dans la loi recherche sur ITER, qui dispensait de consultation et dont la rédaction malheureuse a étendu cette dispense à d'autres sites. C'est dommage par rapport à vos remarques sur la Convention d'Aarhus, etc. Bien, je vous donne la parole, Monsieur de la Bretèche. À la mitrailleuse, pour que... À la mitrailleuse, et puis une petite conclusion. Des sénateurs soient servis. Alors, la première chose que je voudrais dire, mais du fond du cœur, c'est que l'expression d'un consensus politique qui a été le cas de toutes les interventions des sénateurs, nous ravit. Ce qui nous ravirait encore plus, c'est que ce qui avait été prévu au départ, c'est-à-dire que le Sénat soit le point de départ de la procédure législative, serait évidemment parfait. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire Alors, pour je ça. petit déjeuner avec la ministre hier matin, Voilà. et j'ai plaidé cette cause. Oui. Mais les chambres sont en concurrence. Certains ont des offres intéressantes, comme des niches parlementaires de groupes politiques qui tentent la ministre. Mais j'ai beaucoup insisté sur la représentation des collectivités et la double pertinence qu'a notre chambre pour porter ce texte en premier, la loi création pouvant aller à l'Assemblée nationale. Donc si nous agissons ensemble, nous triompherons peut-être. Et qu'il y ait un consensus ne peut pas déplaire au gouvernement, quel qu'il soit. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que s'agissant des sites inscrits, la question de l'article 7 de la Constitution est majeure. Aujourd'hui, la situation exacte française est que les sites inscrits qui feraient l'objet d'une contestation en justice tomberont tous, étant donné l'arrêt du Conseil constitutionnel. On n'a pas l'air de s'en rendre compte. Il suffit de le demander, ça tombe. Par conséquent, quand le gouvernement, dans son projet, dit qu'il faut créer une période de 10 années pour pouvoir peut-être avoir une enquête publique pour solidifier le solde, c'est extrêmement dangereux et très mal fait. Et je voulais le dire parce qu'il faut que ça soit étudié, notamment au niveau parlementaire. Ça ne l'est pas au niveau gouvernemental. Troisièmement, on a le chiffre des ZPPAUP
parce que M. Toussaint se l'est procuré pendant la séance. Alors... Oui, parce que la question a été posée par M. le sénateur derrière moi. Et en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que sur les 600... Alors, je ne voudrais pas dire de blague, parce qu'on m'a envoyé ça par SMS, c'est quand même génial, ce truc. Je ne l'avais pas en tête. Sur les 678 ZPPAUP, il n'y en a que 92 qui ont été transformés. Et donc, en fait, ça veut dire qu'il y en a pas loin de 580 qui ne sont pas transformés. Et sur ces 180, il n'y en a que 247 qui ont commencé le process. Donc, je ne peux que me rallier totalement à la proposition de M. Cruchon. On n'a pas besoin de faire une immense loi pour protéger les ZPPAUP, mais par contre, il faut vraiment un dispositif spécifique pour qu'elles soient maintenues en vie tant qu'il n'y a pas de révision qui a été organisée au niveau d'une collectivité. Ça, c'est un dispositif législatif qui est absolument à la portée du Parlement. Voilà. Et alors, sur les deux autres questions, l'archéologie et la publicité, Alexandre Gady. Merci Madame la Présidente. Pour l'archéologie, je n'ai pas tout à fait la réponse à la question qui a été posée par le sénateur qui était tout à l'heure. Monsieur Boyer. Merci, pardon. En revanche, la loi propose une nouvelle disposition qui réforme la tradition archéologique française, qui est que tous les objets trouvés dans le sous-sol d'un particulier appartiennent entièrement à l'État au lieu de l'ancienne règle 50-50. C'est une décision très jacobine, très centralisatrice, très noble en ce qu'elle voudrait ici donner la main à l'État pour une meilleure conservation des ensembles lorsqu'il y a plusieurs pièces, mais on peut aussi, en pragmatisme, trouver que c'est une mesure un peu dangereuse, dans la mesure où, évidemment, les propriétaires privés connaissant cette règle seraient tentés de ne plus faire remonter l'information, ce qui était une tradition. Je voudrais également répondre sur la publicité. La publicité historique, ça devient quelquefois un monument historique. J'ai eu le cas dans ma commune. 2 affiches 1900 viennent d'être protégées au titre des monuments historiques, mais je suis beaucoup plus sensible à la question de Madame la sénatrice sur les lobbies. Et je voudrais rappeler, un peu dans le droit fil de ce que je disais tout à l'heure sur le problème de la dérogation, qu'aujourd'hui, des associations, je voudrais citer parce qu'elle fait un travail admirable, Paysages de France, non seulement fait condamner des afficheurs qui proposent, vous le savez, des affiches illégales, elles sont supérieures en nombre aux affiches légales, mais surtout maintenant, depuis plusieurs années, fait condamner les préfets, je crois qu'ils en sont à 50 préfets, parce que ces préfets ne font pas appliquer les décisions de la justice. Et là, pour nous, aujourd'hui, que ce soit les associations qui viennent au secours des pouvoirs publics, une association de citoyens par rapport à un préfet, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas dans l'ordre normal. Merci. Cela étant, pour faire juste un peu d'humour à la fin de vos débats, il n'est pas exclu que, vous savez, ce qu'on voit dans les couloirs du métro, quand il y a un peu d'éclairage, du beau, du bon, du bonnet, ça soit un jour classé monument historique, ça peut arriver. Parole aux ABF pour terminer. Oui, bon, je ne vais pas rajouter à toutes les réponses qui ont été faites. Je crois que pour répondre de manière, je dirais, globale à l'ensemble des questions, tant par rapport au process au littoral, publicité et autres, ça remet en valeur l'intérêt des sites inscrits. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les sites inscrits, moi, pour avoir géré dans plusieurs départements de grands sites inscrits, le Val d'Allier, par exemple, etc., le Vexin français, ça fait l'objet d'un consensus entre tous les élus. Les élus aiment bien cette procédure. Les habitants sont conscients d'habiter dans un endroit particulier. C'est souvent adossé à des PNR. On a souvent les deux. Un PNR fonctionne parce qu'il s'appuie sur un site inscrit. Donc c'est un levier formidable qui permet aussi de contrôler la publicité, qui permet de passer pour information aux commissions départementales des sites, les grands projets s'il y a lieu. Donc c'est vraiment un outil qu'il faut garder. C'est le seul outil intercommunal qui fonctionne en France. On peut protéger 40, 50 communes, un territoire qui est un contrôle léger, c'est vrai, on donne des avis simples, mais c'est pas grave, c'est un conseil, l'État surveille, et en cas de gros problèmes, il est informé, et on peut en débattre, à ce moment-là, faire remonter au niveau national les choses. Donc je crois que c'est fondamental de garder cette procédure, et que la biodiversité fait une grave erreur. On n'a pas d'autre outil intercommunal qui fonctionne en France. On essaye de faire des ZPPAUP intercommunales, on arrive à 2, 3, 4, 10 communes dans le maximum des cas, et sur des zones très réduites. Je pense aux ZPP du Loiret autour d'Orléans. Mais c'est très très rare, très difficile à mettre en place. Le site inscrit, c'est vraiment le bon outil qui ensuite peut se décliner en ZPPAUP, en secteur sauvegardé, en site classé, garder une partie site inscrit pour avoir un contrôle. Donc ça je pense, c'est très très important, et ça permet de recouper les différentes autres lois. Le deuxième point,
J'insiste beaucoup, la loi patrimoine telle qu'elle est décrite supprime de fait les ZPPAUP et les AVAP. Et ça, on a vu ce matin qu'il ne faut pas que ce soit supprimé. On a besoin de 3 niveaux de protection au moins. Les abords simples, parce que pour les petites communes, il n'y a pas d'études à faire, ça permet d'un contrôle à minima. Les ZPPAUP, parce que c'est un contrôle des extérieurs qui fait l'objet de consensus de médiation. On est obligé de présenter l'étude. À chaque fois qu'on travaille sur une ZPPAUP, les rapports entre ABF, élus et habitants sont très bons. C'est une bonne procédure. Et on ne va pas aller jusque dans les intérieurs des immeubles, comme on le fait en secteur sauvegardé, où on fera une procédure exceptionnelle. Donc je pense que c'est très important, ça. Voilà. Et à la fois pour la médiation et l'équilibre du système français. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les intervenants. Vous nous avez bien documenté, alerté, sensibilisé. Vous avez bien compris que cette loi n'est pas encore inscrite à l'ordre du jour d'aucune chambre, mais vous voyez, le Sénat se prépare en amont. Voilà pour cette table ronde organisée par la Commission de la Culture et qui portait donc sur les régimes de protection du patrimoine. Vous pouvez bien sûr toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi à 16h30 pour 24 heures Sénat la séance consacrée à la réforme de la formation professionnelle. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires. Demain à 14h45, suivez en direct